Comme tout bon anglais, j'aime bien boire. Souvent, les Anglais boivent à l'excès. En disant ça, je me suis dit que c'est plus intéressant qu'on m'offre les vins à boire que de les acheter. Et d'autre part, je pense que plus on déguste, moins on s'enivre. Alors, si on remonte, c'est Claude de Burdel, donc l'arrière-grand-père d'André Terrail, qui était à l'époque l'acheteur pour les 3 corps le plus important d'Europe, qui achetait du vin à la fois pour les cours de l'Angleterre, Prusse et Russie, donc l'origine, et c'est pour ça qu'on avait fait au Café Anglais le dîner des 3 empereurs. Et c'est lui qui avait acheté une grande partie des vins du Château Lafite au moment qu'il était vendu aux Rothschild. C'est le début de nos caves dans le Café Anglais. Ces caves ramenées ici à 15-17 quai de la Tournelle au moment de la destruction du restaurant. Et voilà, c'était la base de notre cave qui est grandie sans cesse depuis. La Deuxième Guerre mondiale, une partie des caves était murée. Pas Claude Terrail. Évidemment, il y avait une partie des caves ouvertes quand même, car il fallait quand même pas imaginer que les gens n'allaient pas demander du vin à la Tour d'Argent, même pendant ces périodes très difficiles. Moi, j'arrivais en février 81, en partance de Londres, parce que je voulais être dans la meilleure cave du monde. C'était en tout cas, et toujours je pense, le plus réputé. Après, les valeurs de qualité c'est toujours subjectif. Actuellement, il y a 350 000, ce qui pour nous représente à peu près 20 ans de vente. Il y a des gens qui sont prêts à venir juste pour les vins. Effectivement, ce n'est pas notre seule raison d'être. On essaie quand même, on est un restaurant avant tout, et on essaie d'avoir des mets qui accordent avec ces vins, car on considère que la finalité d'un vin, c'est d'être consommé, d'abord. C'est pas un objet de spéculation, le vigneron a travaillé pendant toute une année pour faire un vin. Nous, on a gardé des vins de 15, 20, 30 ans pour qu'ils soient au sommet. Et cette sommet, on veut le voir consommer à table et voir le bonheur que ça apporte. Il y a des gens qui aiment de plus en plus des vins jeunes, des vins avec du fruit, des vins plus vibrants. D'autres qui aiment la complexité que l'âge apporte au vin. Alors, au niveau de spiritueux, cognac 1788, donc juste avant la Révolution. Après les vins, comme on avait dit tout à l'heure, il y avait peu de vins en bouteille avant 1830, mais on a des 1840, des 1868, 1870, Corolla Rose, comme je vous ai dit tout à l'heure, et plein d'autres. À partir de 1860, on a beaucoup de vins. Tout le monde voudrait rentrer, tout le monde voudrait qu'on achète leur vin, mais si on achetait tous les vins, personne ne voudrait rentrer. L'idée, c'est qu'on doit faire une sélection. On ne peut pas avoir tous les vins du monde. Déjà, on se limite à des vins français, parce que dans notre établissement, en tout cas, on reste relativement chauvin. Avant tout, c'est une question de service, donc ça, il faut l'inculquer. Après, il faut former les gens sur les vins, parce que c'est quand même... On ne peut pas parler du vin si on n'a pas rendu visite aux vignerons. Donc, on a toujours essayé de ramener les jeunes dans les vignobles avec nous à chaque fois. Un vin tendre, contrairement à l'idée du puissance, parce que le canard est quelque chose de relativement fort en goût, en tout cas le canard au sang, enfin le canard Frédéric Dallaire, c'est un sauce qui est fait évidemment avec le sang et le foie du canard. Ça a une tendance à sortir de l'amertume, donc il ne faut pas quelque chose de trop tannique. En général, on serait plus sur un Bourgogne, voire un Rhône du Nord. Donc on a envie des arômes tertiaires, des arômes de sous-bois, un peu giboyeux en soi dans le vin. Je pense qu'il y a 3-4 choses. Déjà, le problème avec les vins moelleux, sucrés si vous préférez, c'est qu'on arrive à saturation très rapidement.
dans les années 50, voire avant, pour stabiliser ces vins-là, il fallait mettre un peu plus de soufre que sur un vin tranquille. Donc, le soufre faisait mal à la tête. Donc ça, c'est une première part. Je pense qu'il y a un effet pervers des consommateurs, c'est que si c'est bon, si c'est simple, si ça fait plaisir, c'est pas grand. Donc on ne va jamais dire qu'on aime les vins sucrés. Pourtant, c'est le premier goût. Un enfant, n'importe quel enfant va aimer des vins doux. On se fait plus plaisir souvent sur les blancs que les rouges, et on a l'impression qu'on ne doit pas se faire plaisir avec du vin. On doit être connaisseur, quelqu'un qui va savoir déguster un vin, et le côté facile repousse certaines personnes. Il n'y a pas un vin, c'est plusieurs. Et de toute façon, pour moi, le vin est une question de partage. C'est des occasions. On dit toujours qu'il n'y a pas un grand vin, il y a des grandes bouteilles. Le même vin, bon, il y a des très très grands vins que j'ai peut-être goûté 10, 20, 30 fois, entre guillemets, le même vin. Chaque fois, c'est différent. Mais c'est moi qui change, c'est les personnes autour de moi, toute une influence sur la dégustation de vin. C'est vrai que chaque bouteille est un peu comme un enfant, et on aime tous ses enfants. Donc, chaque vin a pour moi un souvenir, un moment d'histoire, une raison pour laquelle nous avons fait l'achat. Puis je ne prendrai pas qu'une seule bouteille. Un vin tout seul est rien. C'est avec qui on le partage, et c'est avec quoi on le partage qui fait le vin. Ce qui est bien, c'est de boire une bonne bouteille avec quelqu'un qu'on aime bien.